Alors, on continue sur la partie 3, les sources nationales. Alors, qu'est-ce qui contribue aussi à étoffer finalement le droit du travail? Nous avons dans les sources nationales la Constitution. Alors, la Constitution, vous la connaissez tous, hein, la Constitution de la Ve République. C'est finalement un ensemble de règles contenues dans un document spécial que l'on appelle la Constitution. Elle définit finalement, cette Constitution, l'organisation de l'État, le fonctionnement des institutions politiques de l'État. Euh, Généralement, elle est constituée par un ensemble finalement de documents. On appelle ça le bloc de constitutionnalité. Donc ces textes ont une valeur constitutionnelle et ils ont une valeur supérieure à tout texte de droit interne. Ça veut dire que la Constitution est supérieure à la loi. Toute loi, décret, règlement doivent se conformer à ces textes. D'accord? Aucun document, loi, décret, règlement ne peut contrevenir finalement à la Constitution. C'est pour ça que des fois on dit cette loi est anticonstitutionnelle. Ça veut dire qu'elle est contraire. Elle est contraire à la Constitution et auquel cas, si c'est le cas, on peut la dénoncer devant le Conseil constitutionnel. Alors, quand on me dit la Constitution ou le bloc de constitutionnalité, donc qu'est-ce qui constitue la source première du droit de façon générale? Donc c'est la Constitution de 1958 et son préambule. On a aussi un préambule de Constitution en 1946, mais aussi tout ce qui est Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1958. Donc, tous ces documents-là, de même que la Déclaration des droits de l'homme de 1789, tous ces documents-là constituent ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce bloc? On peut retrouver le droit de grève, c'est un droit constitutionnel, la liberté syndicale, l'égalité entre hommes et femmes. Tous ces éléments-là vont être un point de départ pour finalement toutes les autres sources qui vont être créées par la suite. Alors, par la suite, qu'est-ce qui est créé justement? On a la loi ou les ordonnances. Ben, la loi, vous savez tous que les lois sont mises en place par le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais aussi par les ordonnances. Les ordonnances, donc là, c'est plutôt des lois qui ne sont pas forcément votées par le Parlement et qui sont proposées en direct par le gouvernement. Concrètement, aujourd'hui, le droit du travail, on a plusieurs ordonnances qui ont été déposées en très peu de temps par le gouvernement avec le Covid-19 pour faire face, par exemple, à une économie complètement, on peut le dire, chamboulée actuellement. On a, par exemple, la semaine de 60 heures qui est passée en ordonnance, typiquement. Les lois aussi vont pouvoir adapter, on va dire, le droit du travail, hein, le code du travail, concrètement, avec une évolution du temps de travail. On l'a vu avec les 35 heures, etc. etc. On a aussi qui va contribuer au droit du travail. On a cette fameuse jurisprudence dont je vous ai parlé, hein, qui, encore une fois, représente l'ensemble des décisions de justice. Donc son rôle finalement, la jurisprudence, c'est de préciser ou d'interpréter la loi, puisque comme je vous l'ai dit, des fois la loi est muette, hein, finalement, elle est floue par rapport à certaines nouvelles situations qui peuvent se présenter. Et donc la jurisprudence est finalement là pour régler ce flou. C'est le juge qui va prendre des décisions pour finalement mettre fin à ce flou. Et cette jurisprudence pourrait être reprise pour des cas similaires par la suite. Je vous donne des exemples de jurisprudence au niveau du droit du travail. On a un employeur, par exemple, qui n'a pas le droit de prendre connaissance des messages personnels qui sont émis par ses salariés, et ça, même s'il avait interdit au préalable l'usage non professionnel des ordinateurs de l'entreprise. D'accord. On a eu des cas précis où l'employeur avait regardé les messages personnels et ben, ça s'était retrouvé concrètement dans un litige devant les prud'hommes. Et finalement, la jurisprudence a jugé que non, même si l'employeur l'avait précisé, il n'a en aucun cas le droit d'aller regarder la messagerie de ses salariés. On peut aussi parler d'une décision de la Cour d'appel de Besançon qui valide le licenciement, par exemple pour faute grave, d'une salariée qui avait écrit sur le mur Facebook d'un collègue licencié ce que vous avez sous les yeux. Oui, c'est clair, cette boîte me dégoûte, il mérite juste qu'on leur mette le feu à cette boîte de merde. Donc là, c'est des situations inédites finalement qui sont présentées à ces juges et qui finalement ont statué, hein, en fonction de leurs connaissances et en fonction de leur capacité et compétences
face à des situations inédites. Et ces situations inédites, les solutions qui ont été prises, les jugements qui ont été pris, relèvent de la jurisprudence. Euh, alors, en ce qui concerne les sources professionnelles, alors les sources professionnelles, elles sont de différents ordres. On a donc tout ce qui touche aux conventions et accords collectifs. On a les usages et engagements unilatéraux, les règlements intérieurs et le contrat de travail. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Et donc je vais partir sur un nouvel enregistrement que je vous donne en lien.